De retour sur ce plateau, nous en parlons dans cette émission déjà, en tout cas les perspectives et les réalisations du secteur des TP en Guinée depuis l'arrivée du président Condé au pouvoir en 2011 déjà jusqu'à aujourd'hui. Le président, en tout cas le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, parle en tout cas de plus de réalisations par rapport en tout cas à l'époque Condé et Sékou Touré. Je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là. Moi, je pense qu'il faut arrêter quand même de raconter des histoires dans ce pays. Prenez ce fameux pont de l'Insan. Quand on me dit qu'on a investi 10 milliards pour faire un pont comme ça, mais c'est juste insultant. Regardez-moi la qualité de ce pont qui ne permet pas simultanément aux engins de passer. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse très attention à ces montants-là. Et aujourd'hui, vous regardez la qualité des routes de Guinée, vous vous posez beaucoup de questions. Je ne nie pas en bloc que des efforts ont été faits pour augmenter la qualité des routes dans le pays. Et je pense qu'il y a des efforts. Mais je pense que ce qui reste à faire est tellement important qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à faire du boucan pour dire qu'on a fait ceci ou on a fait cela. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui être rationnel dans ce qui se passe justement par rapport au projet annoncé, notamment le projet des échangeurs à Conakry, mais également la route nationale numéro 1. On est en pleine saison sèche. Mais faudrait-il attendre la saison des pluies pour constater l'état de dégradation poussé de la route nationale numéro 1? Bah, je crois qu'aujourd'hui, si le ministre Naïté est très sérieux avec ses cadres techniques, il faut travailler justement à la réfection totale de la route nationale numéro 1 en attendant ce fameux projet de 2 voies Conakry Mahmoud Abola qu'on attend de voir. Une autre annonce du ministre, il s'agit justement de la mise en application du principe de contrôle des véhicules par rapport au poids, parce que bientôt nous allons assister au péage et au pesage justement sur la chaussée. Ça, c'est appréciable. Est-ce que c'est une annonce tardive? Ça, c'est appréciable. Je pense que ça, par contre, si on réussit à le faire, ce serait très bien. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les routes sont complètement agressées par les gros porteurs dont les poids ne sont pas contrôlés. Donc si on réussissait quand même à mettre, comme ailleurs ça existe, des autoroutes à péage pour connaître justement le poids exact des engins, cela permettrait de donner une longévité à nos routes. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut sortir les effets d'annonce et aller au terrain. Vraiment, on en a assez des annonces de ces ministres qui ne font que haranguer les foules avec ces annonces. Finalement, pour se rendre à l'Hexagone, précisément pour parler de la réunion de cabinet du président Emmanuel Macron avec son Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les indiscrétions font état d'une probable interdiction de toute manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Pour vous aujourd'hui, est-ce, disons, une manita que finalement le pouvoir de l'Élysée veut imposer sur la liberté de manifestation en France? Non, non, objection, pas du tout. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes a atteint un niveau inacceptable. L'ordre public est perturbé, notamment à Paris et sur les Champs-Élysées. C'est inacceptable. Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. C'est inacceptable. C'est un patrimoine de la France. On ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte de contester l'autorité de l'État, faire des Champs-Élysées une scène de bataille, une scène de violence horrible. C'est inacceptable. Les violences enregistrées à Paris le samedi qui s'écoule sont pour le gouvernement de la République française des événements qui contestent l'autorité de l'État et qui sapent justement les libertés individuelles. Le président Macron, justement, a fait une réunion de cabinet avec le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour justement faire le point. Et le préfet de police de Paris est sur la sellette et est dans la même dynamique d'une interdiction formelle de toute manifestation sur les Champs-Élysées. On ne peut pas continuer comme ça à contester je ne sais quoi, dans quel objectif. Il faut quand même, à un moment donné, avoir un mode d'expression qui n'est pas la violence, qui ne consiste pas à porter atteinte justement à la liberté des uns et des autres. Pour vous, on a assisté, nous avons commencé à suivre cette actualité, les Gilets jaunes, depuis le début. Acte 18 maintenant, oui. Acte 18 déjà. Est-ce que vous pensez
que finalement la manifestation, les revendications ont changé d'épaule? Non, écoutez, le président Macron a fait une initiative, c'est le débat national. Il a créé une initiative sur le débat national qui a permis justement... Sauf que cela n'a pas désengorgé, n'a pas découragé parce qu'il y a des extrémistes justement dans ce mouvement social. Et d'ailleurs, le Sénat, qui est animé en grande partie par la droite et l'extrême droite, se plaît justement à taxer le président Macron d'incompétent et de laxiste dans ce qui arrive justement. Parce qu'il faut que force reste à l'autorité de l'État. On ne peut pas contester impunément l'autorité de l'État. Écoutez, quelle que soit la revendication des Gilets jaunes en France, il faut se rattacher au fait que l'État n'a pas de solution magique. Les solutions sont à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faudrait qu'on soit dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, vouloir saccager tout sur les Champs-Élysées, vouloir instituer l'instabilité sur les Champs-Élysées, c'est faire perdre à la France plutôt sa crédibilité, son honneur, mais également la sécurité dans la ville de Paris. C'est inacceptable. Le gouvernement reste très ferme. Le préfet de police de Paris, mais également le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, y compris le président de la République, devraient pouvoir annoncer dans la soirée que compte tenu de ce qui se passe d'après les informations qui sont avancées par le Parisien, des informations qui sont réellement révélées par l'agence France Presse, il y a de fortes chances qu'on arrive justement à une interdiction de toute manifestation sur les Champs-Élysées. Alors, vous êtes analyste, vous êtes juriste, vous êtes enseignant-chercheur dans les universités. Est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a besoin de suspendre des manifestations en France, précisément sur les Champs-Élysées? Il y a un droit administratif, l'arrêt Benjamin est très clair. Le juge administratif est très clair. Tout acte de police administrative, tout acte qui tendrait à perturber l'ordre public, la tranquillité publique, la sécurité publique peut être interdit par le pouvoir administratif. Donc, le pouvoir administratif peut interdire toute manifestation qui porte atteinte à la sécurité de l'État et à la sûreté de l'État. On ne peut pas, sous prétexte, mon cher Traoré, de pouvoir revendiquer des revendications sociales, contester l'ordre établi. L'État a l'obligation d'assurer ce qu'on appelle la sécurité collective. C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il faut qu'on respecte le contrat social. On ne peut pas impunément porter atteinte aux droits de l'homme, à la dignité, aux valeurs sacrées de la France. La France est la terre des droits de l'homme. La déclaration française des droits de l'homme de 1789 donne aussi occasion. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. On ne peut pas. Il faut suivre de façon en tout cas plus organisée ces manifestations parce qu'on ne peut pas aussi retirer ce droit aux citoyens français de manifester. L'État a le droit d'interdire une manifestation qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Écoutez, vous prenez la Tour Eiffel à Paris, vous prenez les Champs-Élysées, les touristes qui viennent en France, où est-ce qu'ils partent? Le monument le plus indiqué à Paris, c'est les Champs-Élysées et la Tour Eiffel. L'argent que ça fait rentrer dans l'économie française, si l'instabilité continue, qui va prendre le risque de payer son billet d'avion et de venir à Paris pour visiter ce fameux Champs-Élysées et la Tour Eiffel? Personne ne le fera. Donc c'est une question de survie pour l'État. On ne peut pas, sous prétexte que la France est la terre des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives, accepter une instabilité chronique qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Donc on a dit aux Gilets jaunes, attention, le principe c'est la liberté, mais l'exception c'est l'interdiction. On ne peut pas accepter permanemment, impunément, des actions collectives de déstabilisation de l'autorité de l'État et de perturbation de l'ordre public. On a suivi quand même cette actualité. L'acte 18 des Gilets jaunes, en tout cas, a été émaillé de violence, des cas de vandalisme, des boutiques et même aussi des magasins, sans oublier les véhicules. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que les Gilets jaunes sont en train de perdre, disons, leur direction? C'est une honte nationale, sincèrement. J'ai très mal quand je vois les images. C'est une honte nationale. Écoutez, la France n'est pas le seul pays qui a des problèmes dans le monde. Mais est-ce que pourtant, vous avez vu dans quel pays que ça se passe comme ça? Vous pensez qu'ailleurs, il n'y a pas de problème? Vous pensez qu'en Allemagne, en Italie, en Belgique, il n'y a pas de problème? Il faut qu'on arrête à un moment donné. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'extrême droite, justement, on a envie de faire croire que le président Macron est laxiste et qu'il est incompétent. Mais non! Mais non, l'autorité de l'État, le service public, la satisfaction de l'intérêt général est un travail de longue haleine, ça prend du temps.
Il faut le court terme, le moyen terme et le long terme. On ne peut pas impunément continuer à contester l'autorité de l'État et à mettre en danger l'intérêt général. Voilà. Je reviens sur cette question parce que j'ai l'impression que vous l'avez esquivé. Est-ce que les Gilets jaunes sont en train aujourd'hui de dérouter finalement des principes, en tout cas de base, établis par ce mouvement Évidemment. qui quand même défendait les droits des Français? Évidemment. Moi, je pense que le vrai débat, c'est sur le SMIC. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le vrai débat, c'est sur le RSA. Le vrai débat, c'est sur le, comment on appelle l'ISF, l'impôt sur la fortune. Le vrai débat, c'est le débat sur la fiscalité en France. Le vrai débat, c'est les inégalités entre les riches et les pauvres. Le vrai débat, c'est l'impôt sur la fortune. On ne peut pas esquiver ces débats pour créer des mouvements de troubles à l'ordre public. Le débat national, convoqué par le président Macron et son gouvernement, a été un endroit extraordinaire où on a mis sur la place publique toutes les difficultés des 38 000 communes en France et des 100 départements français. Il n'y a pas que la France métropolitaine, il y a aussi la France d'outre-mer. Prenez la Guyane, la Martinique. Ces gens-là ont plus de problèmes que Paris, que Bordeaux, que Toulouse. Macron est parti à la Guyane, à la Martinique. Le constat est très amer. Le chômage massif à la Martinique, en Guyane. Et on ne parle pas de ce qui se passe à Bordeaux et à Marseille. Il faut que les gens arrêtent. À un moment donné, l'État a des difficultés. Il faut donner du temps au temps pour qu'on arrive ensemble à trouver des solutions idoines aux problèmes nationaux. Voilà, Idrissa Condé à l'instant même dans cette émission. Merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un autre numéro. Pour le moment, gardez votre confort de regard sur la télé du 21e siècle. Au revoir.